convaincre les autres, il fallait que je sois convaincu. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de Claude François, un grand chanteur qui a réussi à toucher à la fois le cœur et la raison de ceux qui l'écoutaient. À la question « Peut-on convaincre sans être convaincu ?», Claude François semble déjà avoir son avis. Chers membres du jury, chers publics, chères contradictrices, avant de songer à prendre parti, j'aimerais que nous accordions un moment pour tenter de saisir les tenants et aboutissants de cette question. Convaincre. Selon le CNRTL, convaincre, c'est emporter l'adhésion intellectuelle d'un ou de plusieurs interlocuteurs. C'est l'appropriation d'une information transmise par l'intermédiaire d'un support. Support, convaincre par un discours, par la musique, un support écrit, les livres, les œuvres d'art, la peinture, les supports scéniques, la gestuelle, les mimiques, 3 terrains qui concernent notre sujet. Être convaincu, toujours selon le CNRTL, être convaincu, c'est être assuré par de bonnes raisons de la vérité. Ce qui nous importe ici, c'est les conséquences d'être convaincu. Nos profs de rhétorique nous le disent, les cours de marketing le confirment. Pour convaincre, il faut être convaincu. Quelle est la plus-value qu'apportent nos convictions? La crédibilité, cela se reflète dans nos gestes, dans notre langage corporel. L'authenticité, quand on est convaincu, on est sûr de soi, on inspire la confiance. Pour finir, la passion, c'est avoir un enthousiasme palpable, être capable de pouvoir transmettre un message avec dynamisme. Être convaincu pour être convaincant est une stratégie de communication. C'est un outil remarquable qui facilite la tâche. Peut-on convaincre sans être convaincu? Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous inviter à réfléchir s'il n'existe pas des outils ou des moyens capables de pallier ce manque de conviction. J'aimerais que nous nous interrogions si être convaincu est une condition nécessaire pour pouvoir convaincre. Sachez qu'il n'est pas juste question de se poser si l'on peut convaincre, mais aussi de savoir et de regarder sous un angle nouveau ceux qui ont réussi à convaincre. Une réflexion basée en 3 temps. Convaincre lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables. Convaincre lorsque des moyens impressionnants sont mis en œuvre. Et pour finir, convaincre lorsque l'intellectualité de l'interlocuteur est mise à mal. Si le manque de conviction pose problème, alors il suffit de s'adresser à des personnes qui ne le remarqueront pas. Il est évident que dans un concours comme celui-ci, le manque de crédibilité serait fatal. Les jurys ne sont pas à leur première tentative et un public universitaire ne se laissera pas si facilement duper. Ayant pris conscience de ces disparités, les manipulateurs redirigent leurs tirs vers des cibles plus susceptibles à convaincre, comme les adolescents. Ah, l'adolescence, tant de troubles et d'évolutions où l'on cherche à s'affirmer, à s'évincer de la tutelle parentale et à remettre en question ses repères. Concrètement, je vais vous parler de l'embrigadement des adolescents par les djihadistes. Selon Serge Heffez, psychologue et psychanalyste français de l'adolescence, ce sont les plus démunis et les plus blessés qui sont pris pour cible. Lors de ces consultations avec des mineurs radicalisés, ils retrouvent souvent les mêmes schémas. Les adolescents agressés sexuellement, des problèmes psychiatriques, de troubles alimentaires, d'automutilation, de tentatives de suicide, des jeunes dans des positions d'exclusion sociale extrême, ce souhait d'adhérer à une autre foi, d'adhérer à un système qui puisse les accueillir, de trouver des personnes qui puissent soigner leur narcissisme blessé. C'est la porte ouverte à l'embrigadement. Ces adolescents se laissent convaincre et adhèrent à ces idéologies. À la question « Les djihadistes sont-ils convaincus ?» je répondrai que non. Et cela est visible dans les centres de déradicalisation, notamment celui qui m'intéresse au Danemark. Être convaincu, c'est adhérer intellectuellement à des idées. Mais quand on en vient à nier en bloc les arguments des psychiatres, à ne pas reconnaître nos propres incohérences rhétoriques et laisser l'émotion prendre le dessus,
nous ne sommes plus convaincus. Nous sommes désormais persuadés d'être convaincus. Dans le sens où leur conviction n'est plus basée sur un raisonnement qu'ils pensent cohérent, mais sur leur certitude de se dire qu'ils sont sur la bonne voie, indépendamment du raisonnement utilisé. Ces djihadistes, le désamorçage ne se fait plus d'ailleurs par les arguments, mais par les sentiments, en réapprenant à ces djihadistes le goût de la vie, et pour pouvoir leur permettre d'abandonner leur position belliqueuse et pouvoir discuter avec eux de façon rationnelle. Ces djihadistes ont réussi à convaincre ces adolescents vulnérables en étant persuadés d'être convaincus. L'adhésion intellectuelle se repose sur la qualité du raisonnement reçu, mais aussi sur les moyens employés à le mettre en avant. Un discours si beau, si mélodieux, qu'on en vient à en oublier la thèse qu'il défend. Des qualités d'orateur et de rhétorique si marquantes qu'on ne peut qu'approuver ces dires énoncés. La plume d'un auteur peut, elle aussi, susciter les émois, apporter une vision controversée de la société et convaincre malgré elle des personnes de générations successives. Je parle en l'occurrence de la plume de Jean-Jacques Rousseau. Célèbre auteur et philosophe des Lumières, plusieurs de ses ouvrages ont traversé les âges et ont suscité l'adhésion de nombreux de ses lecteurs. Rousseau en a convaincu plus d'un. Les qualités de ses écrits sont nombreuses. La présence d'un engagement moral et politique dans des temps très troublés. Une rétrospection qui permet de comprendre le fondement de la dimension affective et un lyrisme où la musicalité s'invite. La plume de Rousseau est restée impressionnante jusqu'à aujourd'hui. L'ouvrage qui nous intéresse est Émile, ou de l'éducation, paru en 1762. C'est l'histoire d'Émile et de l'éducation que lui porte son précepteur de sa naissance à sa maturité. Plusieurs courants pédagogiques ont repris les idées développées dans cet ouvrage. Pour n'en citer que quelques-uns, l'éducation progressive de John Dewey, psychologue et pédagogue américain, et l'école nouvelle de Célestin Freinet et de Maria Montessori. À cela s'ajoutent nombreux de ses contemporains qui échangèrent avec lui lors de correspondances sur leur propre expérience menée avec des enfants. Rousseau, ou plutôt le paradoxe Rousseau. Il abandonne tour à tour ses 5 enfants entre 1746 et 1752. Il écrit Émile, un récit fictif où, je cite, qui est destiné à montrer comment le vice et l'erreur à la constitution de l'homme s'y introduisent du dehors et l'altèrent insensiblement. Les méthodes d'éducation n'étaient que fictives et de second plan pour lui. Il suffit de lire la préface du livre pour comprendre qu'il se fiche ouvertement de leur application. Concernant les correspondances avec ceux qui ont voulu appliquer ces idées, elles sont restées sans suite. Par la beauté et la grâce de sa plume, Rousseau a réussi à convaincre malgré lui. Convaincre est une tâche bien ardue, sauf quand l'interlocuteur n'est plus en mesure d'établir un raisonnement convenable. Quand la raison ne suit plus, l'absurde devient plausible. Pour notre dernière partie, je vais mobiliser les travaux de Paul-Claude Racamier, psychiatre français et théoricien de la notion de perversion narcissique. Pour faire simple, un pervers narcissique est une personne qui expulse ses conflits et ses douleurs internes pour les projeter sur autrui et en faire porter la responsabilité. C'est un mécanisme de défense qui est pervers. Ces personnes sont intimement convaincues que tous les maux du monde qui les accablent sont la faute d'autrui. C'est pour ça qu'ils tenteront de le dévaloriser, de le convaincre, mais surtout de se convaincre que la faute leur est incubée. Leur schéma d'attaque se présente de la sorte. Choisir une personne de leur entourage, l'isoler, empêcher que ses connaissances puissent lui parler. Et là, monter crescendo, l'attaquer répétitivement, en le dévalorisant, en l'infantilisant. Ce genre de personne se complaît
dans le désarroi d'autrui. Il ondule entre le bien et le mal, trompe votre perception de la réalité. Toutes gestuelles montrent que c'est vous l'agresseur dans l'histoire. Après les attaques incessantes et une guerre d'usure, il n'en finit plus, la victime est en piteux état. Elle se plie devant les arguments qu'elle ne peut plus contredire. Elle est convaincue. L'envie de vivre l'a déjà quittée. D'un côté, elle est convaincue qu'elle est la fautive. D'un autre, ses sentiments lui disent qu'elle est en danger. Ne pouvant se décider, elle sombre dans la dépression. Le pervers narcissique assassine ses victimes et les convainc qu'ils se sont suicidés. Même si convaincre et être convaincu vont de pair, je vous ai montré qu'il est possible de faire sans. Peut-on convaincre sans être convaincu? La réponse est oui. Même si le résultat obtenu est fragile, même s'il est fondé sur des bases hasardeuses, il n'en reste pas moins un point de basculement qui peut altérer l'existence de chacun d'entre nous. N'oubliez jamais de remettre en cause les convictions de votre interlocuteur, mais surtout les vôtres. Pour finir, je tenais à vous rappeler que ceux qui pressent pour leur paroisse ne sont pas forcément les plus croyants. Merci.